Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Sylvie. Donc on va laisser les participants se connecter au webinaire avant de commencer. Bonjour Cédric. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Petit test micro. Bonjour Béatrice. Est-ce que vous pourriez me confirmer que dans le module discussion, en écrivant si tout est OK au niveau du son, donc vous avez accès au module discussion et vous pouvez échanger. Bonjour Jean-William, bonjour Axel, bienvenue, merci Sylvie. Parfait, si tout fonctionne bien. Herminio, je vois que tu as réussi à te connecter, bienvenue. Bonjour à tous. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit à la hauteur de tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui, heureux, en bonne santé pour vous et vos proches. Très bien, si ça fonctionne. Alors, on va commencer tranquillement ce petit webinaire. Déjà, je suis vraiment ravie de pouvoir l'animer. C'est le premier de l'année. C'est aussi la première fois que je vais animer le webinaire pour présenter le nouveau format de formation sur 26 heures, formation certifiante. Et donc, vous allez pouvoir échanger dans le module discussion. Parfois, je vais vous poser des questions, donc vous pourrez écrire ici. Et après, pour les questions, quand vous avez des questions tout au long du webinaire, parce que je ne vous verrai pas en visio, vous pouvez aller dans le module questions-réponses. Donc, il y a un autre module. Les questions-réponses, vous pouvez déjà aller voir. Et vous pourrez poser vos questions ici. Comme ça, je pourrai y répondre soit pendant le webinaire ou alors on les garde pour la fin et je pourrai vous apporter au mieux mes réponses. Alors, pour commencer, je vous propose d'utiliser le module discussion et de nous indiquer la ville, l'endroit où vous vous trouvez. Faire un petit tour, j'allais dire un petit tour de France, mais je sais qu'on va aller un peu plus loin que la métropole aujourd'hui. Donc moi, je suis à Bordeaux. Je vois que Jean-William aussi, tu es à Bordeaux. Axel à Nantes. Axel, oui, bienvenue, parce que hier, du coup, tu étais inscrit à un atelier jeu de cartes et tu n'as pas pu y participer. On a dû l'annuler en dernière minute. Donc, bienvenue au webinaire. Cédric à Lyon, Herminio, l'île de la Réunion. On espère que tu vas bien suite au cyclone et que tu es en sécurité. Euh, Karine à Lyon, tout va bien pour toi, Herminio, et bien tant mieux. Et Lucille à Grenoble, Aix-en-Provence. Voilà, donc on couvre bien le territoire. Alors, merci d'être venu pour cette petite pause déj qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vois que j'ai aussi Cédric, vous avez indiqué Lyon dans la question-réponse. Alors, pour parler, on peut parler dans discussion. Alors, je vais vous partager mon écran pour commencer à diffuser la présentation que je vous ai prévue. Alors, on va passer 1 heure ensemble pour parler à la fois de design thinking et aussi ben, la formation qu'on propose pour se former. C'est une formation certifiante pour pouvoir comprendre le processus, le maîtriser, ainsi que la boîte à outils du design thinking. Donc, EMI Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est un lab dédié à l'innovation, centré sur l'humain, dans le sens où on travaille vraiment sur le design d'expérience utilisateur, donc l'UX design. Gros clin d'œil à Herminio. Je suis vraiment contente que tu sois présente parce que c'est Herminio qui a maintenant 10 ans. Il y a 10 ans, tu m'as initié à l'UX design, donc je t'en remercie infiniment. Et après, on a parcouru plein de formations ensemble. Donc voilà, on est vraiment orienté sur le design d'expérience utilisateur, le design thinking, l'intelligence collective. Donc tout ça, c'est vraiment de l'humain. C'est l'humain au service de l'humain, du collectif, le collectif par le collectif. Donc aussi tout ce qui est agilité, créativité, innovation. Donc voilà, nous, nos compétences, j'ai envie de dire, et on les déploie sous forme de formation, sous forme d'accompagnement, de design sprint, par exemple. Alors, comme
On va parler de design thinking. Juste avant, je vais vous passer en fait un petit sondage en Ooclap. Si je peux fermer ma fenêtre, excusez-moi. Donc, ce webinaire, je vais vous présenter le design thinking, des cas d'exemple et la formation. Pour faire simple, c'est il y a trois grands temps. Donc, on va commencer par l'introduction au design thinking pour déjà moi pour savoir si vous connaissez un peu, pas du tout, beaucoup. Donc, je vous propose de sortir vos smartphones et de les placer devant l'écran. Vous pouvez flasher ce QR code. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur ooclap.com et saisir le code événement. Donc, c'est un petit sondage pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à la notion de design thinking. Donc, je vois que j'ai 5 personnes de connectées. Et je vais passer donc la question. Donc, pour l'instant, c'est normal, c'est en attente. J'attends que tout le monde se connecte. Donc, dans votre téléphone, vous n'avez pas encore la question. Donc, j'y vais. C'est parti. Je regarde juste dans le module discussion si je vois que... Oui, Jean-William, donc c'est ça. Si tu es déjà sur ton smartphone, tu peux te connecter sur soit sur ton ordi, sinon, pas de souci, tu répondras à la question dans le module discussion, là où tu es en train de m'écrire, il n'y a pas de souci. Donc, je lance la question. Donc, si je vous dis design thinking, est-ce que vous êtes plutôt le design quoi? Je ne connais pas. J'en ai entendu parler, je veux découvrir. Je connais et j'ai déjà pratiqué ou je suis carrément un pro du design thinking. Voilà, donc Jean-William, si tu n'es pas connecté sur le Ooclap, il n'y a pas de souci, tu peux me l'indiquer, tu peux l'indiquer ici. 3, super. Donc, tu connais et tu as déjà pratiqué, effectivement. On s'est, on s'est vu sur un atelier en décembre. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Parfait. Alors, déjà, vous avez déjà un minimum de connaissances sur le design thinking. Vous savez ce que c'est. En tout cas, vous le comprenez, ce mot, ce terme. Vous en avez au moins entendu parler. Et en plus, on a même un professionnel du design thinking, voire peut-être même du design d'expérience utilisateur. Alors, c'est parti. Je vais juste reprendre la définition pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est le design thinking? C'est vraiment une méthodologie, on va dire que c'est plutôt une approche. C'est une approche dans la gestion des projets, dans le déploiement de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est une approche qui est issue du monde des designers, c'est de se dire que on est vraiment en mode penser comme des designers en résolution de problèmes et on va utiliser des méthodes que ces designers utilisent. Donc, on cherche vraiment à répondre aux besoins des utilisateurs dans les meilleures conditions, et le design, ce n'est pas l'apparence des choses, ce n'est pas parce que c'est design que c'est joli. Voilà, donc c'est vraiment de la conception. Si on pouvait dire design, c'est concevoir. Et comme disait Steve Jobs, la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Or, le design, c'est comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à la stratégie de conception pour répondre à des problématiques, à des besoins euh, que peuvent avoir des utilisateurs. Est-ce que sur cette définition-là, déjà, on est d'accord? Je vous laisse me répondre dans le module discussion. Vous savez, souvent on entend, ah, c'est beau, c'est design. Mais nous, on va pas parler de ça. Ne pas confondre non plus le design avec l'art. Est-ce que pour vous, si je vous dis le design, c'est concevoir, ça vous va? Jean-William, tu voyais pas la chose comme ça. Bah justement, on va aller découvrir ça. C'est aussi comment on ressent les choses. Oui, il y a aussi le design émotionnel, l'expérience qu'on cherche à créer. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à vendre uniquement des produits et des services, on cherche à vendre des expériences, hein. C'est vraiment ce qui est recherché. Et du coup, pour ça, pour vendre une expérience, il faut vraiment comprendre nos utilisateurs, il faut comprendre leurs besoins, ce qui les anime, ce qui est important pour eux. Et à partir de là, on pourra commencer à réfléchir à des solutions. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit. Donc, c'est une démarche, c'est un état d'esprit.
le design thinking, c'est aussi l'état d'esprit de faire ensemble, d'être par le collectif, de travailler en intelligence collective, en plaçant l'humain au centre, les utilisateurs, les usagers, les collaborateurs, enfin les personnes qui vont être impliquées dans notre projet. Et puis, c'est aussi dans l'état d'esprit, un point super important, c'est vraiment le test and learn. Donc, on est constamment en train de tester des choses, d'apprendre. Et du coup, à partir de là, le droit à l'erreur, c'est pas un problème. Ça, en fait, ça doit pas être un problème, ni la contrainte, hein, parce qu'on dit que la contrainte, c'est l'opportunité de design. Il y a une contrainte, on a un problème. Pour les designers, c'est pas un problème. Au contraire, on va pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Donc, on est dans la créativité, mais on est aussi dans l'acceptation qu'on va se planter. Et quand on se plante, c'est pour apprendre et améliorer notre solution. Et pour ça, il y a plein d'outils. Donc, c'est quand même un pack assez important de découvrir à la fois la démarche, on verra bien ce process juste après, l'état d'esprit et les outils. C'est, on va dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et voici le fameux process. Donc ici, on est sur la démarche. Donc la démarche, c'est de partir toujours d'un projet, d'une idée ou d'un problème auquel on a envie un problème qu'on a envie de résoudre, mais sans aller trop loin. Vous voyez, souvent, ici, on a des cahiers des charges qui sont déjà préétablis avec des réponses, des solutions, des cahiers des charges parfois fonctionnels, sur lesquels on a déjà une réponse, alors qu'on n'est pas encore allé rencontrer les utilisateurs et qu'on n'a pas, en fait, travaillé en divergence-convergence. Donc ici, quand on fait du design thinking, on est plus à se dire, point de départ, j'ai pas envie de connaître la solution, j'ai pas envie d'aller trop vite dans la recherche d'idées, mais par contre, je veux bien comprendre le contexte. Pour qui, pourquoi et quel impact on a envie de produire in fine. Donc, point de départ. Et à partir du moment où on a aligné une équipe, donc par exemple, quand nous, on intervient chez des clients, on va aligner l'équipe de conception sur l'intention du projet. Et après, bah, go, on peut partir dans ce process. La première étape, c'est une phase de divergence, c'est la phase d'immersion. Donc, on l'appelle aussi une phase empathique. C'est une phase dans laquelle on est vraiment en ouverture, en observation. Alors, elle est plutôt en deux temps. Il va y avoir vraiment une première phase où on va récolter de l'information sur le terrain auprès des utilisateurs, des différentes parties prenantes, de l'ensemble de l'écosystème d'un projet. Et là, on est à l'écoute du questionnement. On va avoir des entretiens utilisateurs, des focus group. On peut avoir aussi des questionnaires exploratoires, des sondes culturelles, des séances d'observation sur le terrain. Donc vraiment, on a plusieurs techniques à disposition qui vont nous permettre d'aller observer et de récolter de l'information. Et dans un deuxième temps, toujours en phase d'immersion, on va modéliser ces infos. En fait, on les rassemble, on les connecte, on les analyse et on va leur donner forme sous forme de persona, carte d'empathie, cartographie d'expérience, par exemple. Donc là, c'est les outils qu'on utilise et qui sont vraiment puissants, j'ai envie de dire, parce que dans tous les projets, dès qu'on rajoute un persona, on rajoute de la vie, on rajoute des émotions, on essaye de comprendre comment les personnes perçoivent de leur point de vue une situation ou une expérience et ça va nous aider vraiment tout au long du process. Donc la phase d'immersion, c'est ça, divergence et à la fin, on termine avec une modélisation des données collectées. Ce qui va nous permettre de rentrer dans une deuxième phase, cette phase de convergence où on va finalement plus être dans un esprit analytique et dans une posture de designer. C'est-à-dire, au début, je constate que mon persona a besoin de ça. Par contre, dans la deuxième étape, en définition problématique, c'est comment pourrions-nous aider Mélanie à résoudre son problème pour lui apporter tel bénéfice dont elle a besoin, par exemple. Donc là, comment pourrions-nous, déjà, on commence à se poser comme je dirais, des résolveurs de problèmes. On a envie de résoudre des problèmes. Mais quels problèmes? Donc on va en imaginer plusieurs sur la base des apprentissages qu'on a eus en phase d'immersion. Donc, c'est des ateliers souvent collaboratifs lors desquels plusieurs personnes, ça peut être les personnes qui ont mené la phase d'immersion, souvent, ça peut être aussi d'autres personnes sur la base des données collectées qui vont questionner. Donc, on va avoir plusieurs problématiques et l'idée, c'est d'en garder une.
Parce qu'on part du principe que répondre à tous les problèmes en même temps, au final, on répond à rien. En tout cas, on ne répondra pas avec l'impact recherché au début du projet. Donc, le challenge au milieu, vous voyez, c'est vraiment une problématique clairement identifiée dans laquelle on va se concentrer sur l'utilisateur. C'est la problématique des utilisateurs. C'est pas la problématique du porteur de projet. Bien souvent, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que telle personne m'achète tel produit? Non, ça, c'est pas la problématique des utilisateurs. Donc nous, on va changer d'angle de vue. On veut aider les utilisateurs. Quels sont leurs problèmes? Quel est le problème qui va vraiment changer sa vie, qui aura un impact positif dans son expérience? Quand on aura résolu ce problème, on sait que notre solution, elle sera vraiment utile et efficace. Donc voilà, on va se poser cette question et en garder une principale, ni trop large, ni trop spécifique, qui ne comporte pas la solution aussi, de manière à ouvrir les champs des possibles. Et on va passer après en troisième phase, une nouvelle phase divergente sur laquelle on aura aussi rajouté une phase d'inspiration ou de benchmark. Avant d'aller en phase d'idéation, on va s'inspirer. On va voir qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qui pourrait nous inspirer pour répondre à cette problématique. Donc cette troisième phase, idéation, on génère des idées. Donc c'est un groupe de co-design avec un facilitateur. Donc on a plusieurs personnes autour de la table ou en général des murs. Ça peut être en présentiel, distanciel. Et ces personnes vont générer plein d'idées. Donc là, on a aussi plusieurs techniques, plusieurs outils qui vont permettre d'abord de déposer les premières idées que chacun a depuis le début du projet, ce qui est normal, et après d'aller stimuler cette créativité et d'aller challenger les idées. On peut retrouver du Lego, du théâtre d'impro, des post-it, des ateliers contraintes, la facilitation graphique. Là, il y a plein d'outils pour aller vraiment creuser, explorer plein d'idées. On est en divergence. Construire sur les idées des autres aussi. C'est important. Et après, on va pas rester avec un tableau d'idées. Parfois, on fait des ateliers de... Enfin, moi, j'ai déjà vu des ateliers de brainstorming où les gens arrivent, on va chercher des idées sur tel sujet. Donc, on n'a pas bien identifié la problématique, on ne sait pas pour qui. Et puis, on a plein d'idées. À la fin de la réunion, super, on a plein d'idées. Sauf que de plein d'idées, on ne peut pas concrétiser et passer à l'action facilement. Donc, voilà pourquoi on a une phase de prototypage. C'est vraiment une particularité du design thinking, c'est de se dire, on va à la fin de l'idéation identifier les idées qui sont les plus prometteuses, les plus porteuses de sens pour l'utilisateur, et on va garder ces idées principales pour en faire un concept. Donc on commence à converger. Très bien, on a vu plein d'idées, on ne va pas toutes les garder, mais celles-ci, elles nous intéressent vraiment parce que au niveau des critères qu'on s'est fixés, au niveau des besoins des utilisateurs, on sait que là, il y a quelque chose à faire. On a une hypothèse, on veut aller tester cette hypothèse, donc on va la prototyper. Donc c'est une phase de convergence qui s'annonce après la phase d'idéation pour prototyper, rendre concrète la solution, l'affiner pour vraiment définir comment ça marche. Donc, on a plusieurs niveaux de prototypage. L'idée en design thinking, c'est d'aller tester le plus tôt possible. On peut aller tester un storyboard. On peut aller tester vraiment le concept, une affiche publicitaire auprès des utilisateurs. Et au fil de l'eau, on vient et on affine le prototype. Donc, on passe d'un prototype de basse fidélité à un prototype de haute fidélité. Et à chaque fois, on le confronte aux utilisateurs. Test utilisateur, on vient en arrière, on itère, ou alors on continue à avancer dans le projet. Voilà, donc l'idée, c'est la suite test utilisateur. On va retourner voir les utilisateurs comme en phase d'immersion. Il y a plusieurs techniques pour mener des tests utilisateurs, que ce soit en présentiel, à distance, dans un contexte naturel, en guérilla test sur le terrain sans que ce soit vraiment organisé, ou alors c'est organisé, ça peut être en labo. Enfin, il y a plein de manières de mener des tests, mais ce qui est important, c'est d'aller voir au moins 5 utilisateurs qui représentent au moins par persona. Si on a 3 personas, 3 utilisateurs différents, ben on fait 3 fois 5 utilisateurs pour tester la solution. Voilà, donc ça va permettre de valider, en fait. C'est un moment de vérité, le test utilisateur. Voilà, donc là, j'ai déroulé le process pour vraiment concevoir un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau process, une stratégie d'entreprise, une stratégie de com, enfin, vraiment l'aménagement d'un tiers-lieu, vraiment tout type de projet
qui est pensé en amont avant d'être déployé. Est-ce que c'est assez clair pour vous? J'attends, je fais une petite pause, je vois qu'il y a eu des messages. Je vais lire vos commentaires et puis je vous demanderai aussi si vous voulez bien me dire ce que vous en pensez et si c'est assez clair, si vous voulez rajouter des éléments complétés, par exemple. Tout est OK. Merci, Herminio. Bon, ça va alors. C'est clair, Jean-William, c'est clair pour toi jusqu'à présent? Top. Bon, alors si c'est clair pour vous, je vais avancer, parce que là, c'était vraiment le processus. J'ai évoqué, vous avez vu, quelques outils à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas en montrer plus que ça. En fait, on les vit en formation. J'en parlerai plus quand je vous présenterai le programme de formation. En tout cas, quoi qu'il en soit, autour de ce processus, on a trois notions qui sont importantes. C'est l'empathie, puisque vous l'auriez compris. On cherche à résoudre les problèmes des gens pour lesquels on conçoit et on se met un petit peu de côté. Parce que si on cherche à résoudre les problèmes qu'à travers notre point de vue, on risque de se planter. Donc on est en empathie, mais tout au long du projet. La collaboration, c'est à la fois avec les utilisateurs, mais c'est surtout de travailler toujours en équipe, en intelligence collective. Ça, c'est important. C'est vraiment la force du collectif, la variété des profils, des expériences des uns, des autres, les sensibilités différentes qui vont donner aussi de l'envergure en fait à la réponse qu'on cherche à apporter avec une solution. Et puis l'itération, ben, on teste, on améliore, on teste, on améliore. Si on n'a pas assez d'infos, on retourne voir les utilisateurs et ainsi de suite. Donc on veut délivrer rapidement des produits qui fonctionnent et qu'on améliore. C'est aussi une méthode qu'on peut utiliser en amélioration continue. Et non, je ne vous montre pas tout de suite, mais je vais plutôt vous poser la question, et donc selon vous, sur quel type de projet on peut appliquer cette méthode? Donc le design thinking, avec les outils que je vous ai évoqués, le process et l'état d'esprit. Sur quel type de projet vous avez déjà vu, ou vous pourriez imaginer que ça pourrait être possible d'utiliser le design thinking? Donc, des applications. Par exemple, des applications numériques. Oui. Action de sensibilisation, Jean-William. Oui, aussi. Action de sensibilisation. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu as déjà vu, par exemple? C'est quel sujet? Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre comme problème? Axel, sur la création d'une entreprise ou d'une sortie d'un produit. Exactement. Et franchement, si tous les créateurs d'entreprises fonctionnaient bien comme ça avant de lancer tout un concept, un produit, un service, bah, ils partiraient plus en sécurité quand même, parce qu'on a validé le concept avec nos utilisateurs, comme l'application mobile, les sites internet, les logiciels. Bah, on valide les prototypes avec les utilisateurs avant d'aller euh, commencer à faire des lignes de code et de dépenser de l'argent, du budget et de passer plein de temps après à corriger quand ça ne fonctionne pas assez bien. Donc on a Lucie, donc Lucille, le management, organisation du travail, fonctionnement d'un service, exactement. Donc les process, la RSE, l'organisation d'une équipe, travailler de manière plus collaborative. Donc on va pouvoir faire réfléchir l'équipe sur la manière dont elle a envie de s'organiser, par exemple. Très bien. Alors je vais vous donner une vue d'ensemble. Le design thinking, il peut être utilisé pour du design de produit parce que déjà de base, ça vient du monde du design de produit. Nous, on n'intervient pas beaucoup sur des designs de produits. Après, on va être plus sur ce que je vois le plus, en tout cas, c'est du design d'offres. Là, notamment, on a beaucoup d'offres touristiques. Tout ce qui est design d'offres touristiques, j'en montrerai quelques-uns en exemple. Ça peut être un design d'espace, peut, comme je disais tout à l'heure, aménager un nouveau tiers-lieu, des locaux, bah, un lieu, des interfaces, applications mobiles, logiciels, etc. Organisation, on l'a vu sur le management et les services, design d'un nouveau service. Voilà, donc c'est vraiment très large.
et Tim Brown, qui est un des fondateurs de l'agence IDEO. Donc IDEO, c'est vraiment l'agence qui a popularisé le design thinking dans le monde entier. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que le design est trop important pour être laissé aux seules mains des designers. Donc là, vraiment, l'idée, et à travers aussi nous, nos formations, et puis notre mission chez EMI Digital, c'est pas avoir la prétention de dire qu'on va former des designers, qu'on va former comme une école de personnes qui vont faire un bac+5 en design. C'est au contraire, c'est de se dire que aujourd'hui, n'importe quelle organisation, n'importe quel groupe de travail peut réfléchir et travailler comme un designer. On n'est pas obligé d'appeler toujours des designers pour résoudre des problèmes. Chacun peut le faire à travers cette démarche. Ou même, ça évite d'appeler parfois des consultants aussi. Voilà. Donc, je vais vous passer maintenant quelques cas d'exemple. Je ne vais pas tous les dérouler parce que le temps passe, puis vous avez peut-être pas envie de voir tous les exemples en détail, mais je vous remettrai le support à la fin du webinaire. Je vais vous envoyer le support, donc vous aurez d'autres exemples, ceux que je n'aurais pas évoqués. Alors, premier cas d'exemple, c'est l'Office de tourisme de Dax qui nous a sollicité pour revoir la façon d'accueillir les curistes à Dax d'un point de vue touristique. Parce que Dax, c'est un lieu de cure thermale, donc avec des établissements de thermalisme qui souffrent un petit peu on va dire, de l'âge moyen des curistes, c'est, mon client me disait, 80 ans, je crois. Donc finalement, toutes les offres touristiques, bah, elles correspondent un petit peu à ce que les gens cherchaient il y a déjà quelques années. Et puis, on est sur une offre qui a vieilli finalement. Donc la demande, c'était concevoir des packs touristiques autour de la cure thermale, mais pour des personnes qui aujourd'hui viennent faire des cures, mais les personnes de demain. Donc les profils ont évolué, les besoins ont évolué, mais l'offre touristique à Dax n'a pas évolué, en tout cas pas suffisamment. Voilà, donc on a organisé un design sprint sur la base des curistes actuels. Donc on a interviewé, fait des focus group sur des personnes qui viennent déjà faire des cures à Dax. Un autre groupe de personnes qui fait des cures, mais pas à Dax, pour comprendre ce qu'ils aiment aussi dans l'autre station thermale, etc. Et puis, on a interviewé aussi des personnes qui ne sont pas encore curistes, mais qui vont le devenir, pour comprendre quels sont vraiment leurs besoins, leurs motivations, ce qui est important pour eux, leurs freins, leurs frustrations par rapport à leur expérience de cure thermale. Sachant que la cure, elle ne dure pas que dans l'établissement de thermalisme. Ils font 3 à 4 heures de cure par jour, mais le reste du temps, bah, ils sont voilà, des touristes. Et finalement, on a fait donc un gros travail en amont pour après animer un design sprint. C'est ce que vous voyez à l'écran, donc Xavier et Émilie, sur le design sprint avec toutes les parties prenantes. Donc, les directeurs d'établissements thermalisme, les personnes de l'office de tourisme, des élus, des sociopros qui proposent des offres touristiques, les restaurateurs, etc. Tous autour de la table pour dire, OK, sur la base des nouveaux besoins, quelle offre touristique on va pouvoir proposer demain à Dax. Et ça a duré 2 jours, le design sprint, avec 18 participants, pour déboucher sur 4 nouvelles offres touristiques pour 3 cibles différentes. Voilà. Avec après les tests utilisateurs qui ont été faits par la suite, l'intention de créer un lab. Et voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais je voulais quand même vous montrer le détail sur un cas d'exemple complet dans le domaine du tourisme. Toujours dans le domaine du tourisme, nous avons aussi réalisé un design sprint de 5 jours. Alors celui-ci totalement à distance, avec un travail en amont sur la compréhension des utilisateurs. La phase d'immersion a été faite avant les 5 jours. Et après, la modélisation du parcours d'expérience, la carte d'empathie, ça a été fait pendant les 5 jours jusqu'au prototype. Donc, on a eu, sur la base de 4 utilisateurs types dans les parcs naturels régionaux de France, on a pris, c'était pour la Fédération nationale, donc il y avait plein de parcs, et tous les parcs qui étaient présents. Et on a pris 4 parcs en cas d'exemple. Donc, 4 utilisateurs types dans 4 parcs naturels différents. La problématique, c'était comment concevoir des offres touristiques alignées avec les valeurs parc, donc pour un tourisme plus durable, local et responsable. Et le résultat, à la fin de ces 5 jours,
C'était donc la création, la conception de 4 séjours touristiques duplicables sur l'ensemble des parcs. Donc, on a utilisé entre autres le Circular Canvas pour le modèle économique des offres afin qu'il ait un maximum d'impact positif. Donc, on rajoute aussi des outils sur mesure en fonction des projets. Et à la fin, on a créé un canevas d'offres. On a pris les 4 séjours touristiques et on s'est dit, bah, quels sont les éléments communs? Qu'est-ce qui finalement donne, qu'est-ce qui est la singularité, qu'est-ce qui définit, pardon, chercher mes mots, qu'est-ce qui définit la singularité d'une offre touristique dans un parc naturel en France. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments clés qu'on doit retrouver dans toutes les offres sur le territoire. Donc, on en a créé un canevas d'offres, un outil pour concevoir des offres. C'est un autre exemple d'application. Bon, toujours dans le tourisme, là, c'était sur de la conception à la fin, pour réenchanter l'accueil des offices de tourisme, ils ont créé une box. Ça, je ne vais pas trop le détailler. Là, on a aussi les hôtels pendant le confinement. On a eu une chaîne d'hôtels où on a eu 4 hôtels, 35 personnes, toutes les personnes travaillant pour l'hôtel, absolument tout le monde, du veilleur de nuit au manager de l'hôtel, autour de la table, à distance, pour répondre à la question comment s'organiser pour la reprise post-confinement, parce qu'ils étaient traumatisés de la première réouverture après le premier confinement. Donc le deuxième, ils se sont formés, ils ont travaillé en design thinking pour mieux s'organiser et mieux le vivre, pour eux et pour leurs clients. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans le tourisme. Chez Mi Digital, on intervient beaucoup. Bon, là, toujours sur du séjour design d'offres touristiques en présentiel. Ici, c'est tous les ans, depuis 3 ans, on accompagne le Tourisme Lab, les startups. Donc, c'est un incubateur de startups et on accompagne dans la conception de la startup. Ça peut être sur l'offre, ça peut être sur la stratégie de développement, par exemple. Donc, on accompagne avec le design thinking les startups pour qu'ils puissent bien prototyper leur offre, la tester. Donc, affiner leurs offres et leurs solutions. Cet exemple, c'est pour vous montrer aussi un exemple d'application sur un projet numérique. Donc, Influence Food, c'est une startup qui propose des solutions numériques pour les restaurateurs. Donc, on a été contacté au début, enfin avant le premier confinement, et puis bingo, le confinement a en fait complètement bousculé la proposition avant le Covid, a bousculé la solution, et la cliente voulait rencontrer les restaurateurs pour adapter sa solution, donc son application mobile. Et on a fait des focus group avec les restaurateurs pendant le confinement, voilà, des choses comme ça. Et on a finalement affiné les parcours utilisateurs et les fonctionnalités de son application grâce au design thinking. Un autre exemple, à chaque fois, vous voyez, c'est vraiment varié. Maintenant, on est sur les assurances. Donc, Covea Assurance. L'idée, c'est une journée de formation, en tout cas d'animation en design thinking auprès des services ressources humaines, de manière à optimiser les parcours des collaborateurs, des nouveaux entrants et des parcours de carrière au sein de Covea Assurance. Donc à la fin, la solution elle a été matérialisée par une grande fresque graphique, un storyboard graphique qui a été affiché dans les locaux pendant plusieurs mois pour représenter le parcours d'intégration idéal et le parcours de formation des collaborateurs du groupe, en partant des personas que vous voyez à l'écran. Cela, on les a fait bien avant. Toute la phase d'immersion, en général, on l'a fait avant les design sprints. Après, on fait un design sprint et après, on teste et on accompagne l'implémentation des projets. Donc ici, on était chez Pôle emploi. Donc pour la conception des parcours de formation des managers, pareil, design sprint avec le design thinking. On a rencontré les managers pour comprendre leurs besoins en matière de formation et après concevoir des parcours de formation qui leur soient optimisés. La- Ensuite, la direction départementale des territoires et de la mer, c'est une branche de la préfecture de Gironde qui nous a sollicité. Ça devait être en présentiel, vous voyez, ça s'est fait à distance en dernière minute. Gros challenge pendant le confinement, mais ça a très bien fonctionné sur une journée d'atelier collaboratif.
les cadres de la DDTM ont travaillé ensemble pour définir le projet de service 2021 et le décliner en action. Vous voyez, donc c'était les faire travailler autour de méthodes collaboratives de design sprint pour savoir quelles allaient être leurs actions prioritaires, la manière dont ils allaient s'organiser, etc. Là, on est sur du design d'organisation. Et puis j'ai rajouté le petit dernier, clin d'œil Jean-William. Donc on en a plein d'autres de cas d'exemple, mais là j'essaie de montrer une variété de ce que ça peut donner quand on pratique cette méthode. Donc là, gros projet de l'année 2023, ça a été de préparer et d'animer un séminaire d'une journée destiné aux agents de l'État pour répondre à la problématique comment mieux intégrer les personnes en situation de handicap au sein des collectifs de travail. Voilà, donc ça a été la demande initiale. Donc comment on l'a géré? Ben, on a mené toute la phase d'immersion auprès de personnes en situation de handicap, des managers, des collaborateurs qui travaillent avec des personnes qui se retrouvent dans des situations de handicap, pour aller questionner, comprendre en fait leur expérience, leurs problèmes, leurs freins, comment ils le vivent, de façon après à arriver sur le jour J avec des personas. Vous voyez en haut à droite, il y a un persona, par exemple, c'est le manager, et de proposer l'après-midi. Le matin, c'était des ateliers de sensibilisation. On a créé une fresque sur le handicap. Donc, c'est vraiment découverte, immersion, compréhension. Et après, c'est prise en main des personas sur l'après-midi. Il y a eu 4 sous-groupes de travail qui a pris chacun les 3 personas. Chaque groupe a pris les 3 personas pour comprendre, s'approprier les enjeux et après définir des problématiques autour d'un atelier fleur de lotus et de proposer plein d'idées et d'aller jusqu'à la fin de journée à proposer des solutions, hein, carrément. Donc il y a eu 4 solutions. L'idée, on cherche à avoir des solutions à tester et à déployer. On veut vraiment, quand on fait des ateliers comme ça, on n'est pas que sur soit comprendre le problème et puis voilà, ou que donner des idées et on a plein d'idées. On cherche vraiment à aller prototyper des solutions qu'on va tester, qu'on va déployer après dans des groupes de travail, que ça prenne réellement vie. Voilà, donc Jean-William, comme tu étais là, est-ce que tu veux nous dire une petite phrase, un petit mot sur toi, ce que tu en as retenu de cette journée? Jean-William était dans les groupes de travail, donc sur un atelier avec Pierre Guy. Et en attendant, un résumé de ce que tu disais sur LinkedIn. Oui, enfin, même en une phrase que tu retiens, voilà, si pour toi ça a été utile de travailler sur cette méthode pour répondre à la problématique de mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans les équipes. Est-ce que ça a été utile ou qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi? Voilà, pas de pression, Jean-William, tu réponds quand tu veux. Si tu as envie, eh ben, c'est déjà fait. C'était quelque chose de pertinent et utile, honnêtement, peu importe l'atelier réalisé. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a été vraiment riche. Donc, j'ai mis la photo de toute l'équipe parce que cette fois-ci, on a été très nombreux en tant que facilitateurs parce que le séminaire était destiné à 80 personnes. Donc, pour tous les sous-groupes de travail, on avait des facilitateurs sur place. Top, s'il n'y a pas de pression, c'est parfait. Alors, je vais faire une petite pause au niveau des questions. Jean-William, toujours tu disais, donc tous les secteurs d'activité peuvent-ils être concernés par le design thinking? Oui, tout à l'heure, je disais que ça peut être des services, des produits, des interfaces, mais ça peut être tous les secteurs d'activité. Après, ce qui est important, c'est d'avoir une sensibilité en tant que facilitateur pour intervenir euh, avec des groupes de travail sur des sujets qui vous parlent. Mais on peut le pratiquer dans tous les secteurs d'activité en réalité. Allez, je passe un dernier exemple pour vous montrer, bah, justement, je vais rebondir sur ta question, Jean-William. Autre secteur d'activité, l'industrie. Que là, je vous ai beaucoup parlé du tourisme, des collectivités, il y avait de l'inclusion. Bah, l'industrie aussi peut avoir besoin de nous. Nidec, donc c'est une société qui fabrique des moteurs, donc c'est une industrie, et ils nous ont sollicité
pour améliorer le CRM. En fait, ils géraient leur stock, leurs interventions. Il y a 600, je crois que c'est 600 salariés qui travaillent dans les usines et tout était géré sur des tableaux Excel. Donc tout le suivi de devis, facturation, etc. Donc l'idée, c'était de créer un CRM, en tout cas d'améliorer, de fluidifier les parcours de gestion, de planification, de gestion des stocks, de facturation. Donc on a fait un gros travail avec des entretiens, des focus group auprès des différents types d'utilisateurs, donc les techniciens, les managers qui doivent prendre des décisions, et puis les assistantes qui sont en charge de la facturation, etc. Donc on a interviewé tout le monde. On est venu avec des personas. J'étais avec Florian sur ce projet-là. Et pendant 2 jours, Design Sprint avec l'équipe technique de Nidec pour proposer en fait des parcours utilisateurs de comment le CRM devrait fonctionner, ce qui a permis après de définir les fonctionnalités nécessaires au CRM lorsqu'ils ont lancé leurs appels d'offres pour avoir un prestataire après qui leur apporte le CRM. Voilà. J'ai mis quelques références, mais effectivement, on intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, je vais en profiter pour vous poser la question, selon vous, dans votre écosystème, dans votre vie, dans votre travail ou vie associative ou autre, sur quelle problématique, là, la première, si je vous dis fermez les yeux, là, ferme les yeux, imagine, ok, sur quel sujet, sur quel projet vous pourriez avoir besoin du design thinking, lequel vous vient à l'esprit en premier? Et si vous voulez bien le partager avec nous, ça serait top. Et Karine, je répondrai du coup tout à l'heure sur la fleur de lotus. Alors, sur quel projet? Projet de création d'entreprise pour Sylvie, dans quel domaine? Création d'entreprise, sur quel sujet, secteur? Axel, le projet pilotage d'action au sein d'un tiers-lieu. Tout à fait. Pilotage d'action. Ça peut être aussi sur le mode de fonctionnement du tiers-lieu, les offres, les services proposés par le tiers-lieu. Sylvie, donc conseil au TPE, projet impact. Exactement, bah, ça peut être sur le design d'offres, par exemple. Quels conseils, de quelle manière les présenter, mais avant d'aller rencontrer ces TPE pour comprendre à quel moment euh, vous pouvez intervenir en conseil et sous quel format. Co-construire avec eux, en fait, l'offre de conseil pour Sylvie. Jean-William, organisation des ateliers coup de pouce pendant le volontariat en cours. Organisation, design d'atelier, yes. Comment, quoi ressemblerait l'atelier? Ellie, peut-être l'intégration de l'IA au sein de l'entreprise. Ah oui, alors là, on est déjà, l'IA, c'est peut-être une réponse, mais l'idée, c'est d'aller voir en amont quels sont les problèmes avant d'amener de l'IA sans vraiment savoir concrètement pour qui et auprès de, enfin, sur quel problème on veut intervenir. Oui, oui, l'IA, il y a plein de sujets. Ok. Bon, bah, je vois que vous avez déjà des idées. Je vais pouvoir passer sur la dernière partie du webinaire. Donc, vous présenter les formations. J'ai entendu, bah, je vais répondre à la fleur de lotus pour Karine tout de suite. Par exemple, oui, la fleur de lotus, c'est un atelier version beaucoup plus court qu'on utilise sur, par exemple, un séminaire. On ne peut pas passer une journée entière en idéation, une journée en prototypage. Donc, comme c'était la contrainte, moi, que j'ai, c'est OK, on réunit les gens, par contre, qu'une journée. Dans cette journée, il faut qu'ils soient sensibilisés. Ils ont donné des idées en idéation, divergence, convergence, et on voudrait bien avoir un début de prototype, une solution. Bah, moi, j'utilise la fleur de lotus pour ça parce que c'est un atelier qui est complet, qui reprend l'ensemble du process double diamant et qui se fait sur un temps beaucoup plus court. Voilà. En revanche, sur un projet de grande envergure sur lequel on va avoir une équipe dédiée
pour déployer, par exemple, un nouveau produit, un nouveau service, je ne l'utiliserai pas. C'est bien comme ça pour être dans la sensibilisation, voilà, pour faire découvrir l'intelligence collective, le design thinking, c'est bien, mais juste attention, ne pas utiliser tout le temps. Voilà, j'espère que la réponse, elle a été assez claire pour Karine et que ça a servi à tous. Axel, vous repartez à vos activités pro, donc il n'y a pas de souci, j'enverrai le replay pour la suite. Donc n'hésitez pas à regarder la suite pour voir un petit peu le programme de formation. Et en tout cas, à bientôt, j'espère. Alors, comment se former au design thinking? Ça fait donc depuis 2017 que je forme au design thinking. Et notamment, j'ai formé, au début, je formais dans des écoles. Encore un clin d'œil pour Herminio qui m'a largement donné un gros coup de pouce. Et là, je te remercie encore, Herminio, pour former à l'UX design et donc en parallèle au design thinking. Donc, la formation, elle est devenue certifiante depuis 2020. Elle est devenue certifiante, mais elle durait 17 heures. Le premier format était à 14 heures, mais c'était toujours trop court et trop frustrant, donc on l'a passé à 17 heures. Et moi, j'ai trouvé qu'on ne peut pas vraiment déployer tous les outils, on ne peut pas aller assez en profondeur sérieusement pour se former et être certifié à la compréhension de la méthode et des outils de design thinking. Donc, comme dernièrement, on vient d'avoir l'accord de France Compétences pour être certifiant sur le niveau 2, la formation concevoir et faciliter des ateliers. Donc là, on n'est plus sur la maîtrise des outils, on est vraiment sur comment on conçoit ces ateliers, cette démarche d'innovation. Ça, c'est le webinaire de demain. J'animerai un webinaire pour la deuxième partie demain. Donc pour le niveau 1, ben, j'ai décidé en octobre 2023 d'arrêter toutes les formations en 17 heures. Sauf si vous voulez la faire en intra, on peut la monter encore pour des collectifs. Mais maintenant, elle est passée à 26 heures. Et je vais vous montrer un petit peu le parcours parce que finalement, je me suis basée sur toutes les meilleures expériences de la 17 heures et de la 30 heures. Parce que j'avais une 30 heures avant, j'avais deux versions. Et j'ai tout condensé en 26 heures pour vous apporter une unique expérience complète sur laquelle on peut vraiment promettre de la qualité de compréhension et d'acquisition des compétences. Cette formation est certifiante, est reconnue par France Compétences, donc finançable aussi par le CPF, par les OPCO, par Pôle emploi. Même en indépendant, même en tant que créateur d'entreprise, on a des aides et n'hésitez pas ça à nous en parler. On pourra vous donner plein moi, je dirais des astuces, mais en tout cas, souvent les personnes ne savent pas qu'elles ont des droits. Voilà, c'est excusez-moi, je cherche mes mots, mais souvent elles ne savent pas. Et nous, comme on a l'habitude, on peut donner un peu les contacts à aller solliciter. Donc maintenant, pour la présentation du déroulé de la formation sur 26 heures. Merci Arminio. Donc voilà, comment elle va se passer cette formation? Enfin, comment elle se passe déjà aujourd'hui? Donc on a un e-learning d'1 heure, c'est en asynchrone. Donc la partie introduction au design thinking pour ne pas spécialement reperdre ce temps-là en formation. Donc c'est des vidéos, des quiz. On y va quand on veut, on se connecte avant la première séance. Après, on a une première séance, que la formation soit à distance ou en présentiel. Cette séance, elle sera toujours à distance parce que on veut la déconnecter du cœur de la formation afin d'avoir une séance d'intercession. Là, juste après, on a une période d'intercession pour mener des entretiens utilisateurs. Donc la première séance, l'équipe fait connaissance autour d'un icebreaker. On présente un projet fil rouge parce que sur cette formation, on a un vrai projet avec des vrais utilisateurs, soit qu'on propose aux participants dans les sessions en inter, les dates que vous voyez sur le site, là, nous, on va vous proposer des vrais projets avec des vrais utilisateurs. Et si on le fait pour votre entreprise, ben, on prendra vos vrais projets avec vos utilisateurs. Donc, on va présenter le projet sur cette première séance, aligner l'équipe autour du projet avec un atelier speedboat, et puis on fait une introduction à la phase d'immersion et aux entretiens utilisateurs. Ce qui va permettre après, en intercession, pendant une durée à peu près de 8 à 10 jours, l'équipe, chaque participant à la formation, va pouvoir regarder le tuto sur comment mener les entretiens utilisateurs, préparer et finir la trame d'entretien
et mener un entretien auprès d'un utilisateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour expérimenter sur un vrai projet autour d'un vrai entretien utilisateur avant finalement de revenir en formation. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Introduction à la formation, mission, on mène un entretien auprès d'un utilisateur et on revient avec ces infos. Top, merci Mélanie. Alors ben là, c'est le cœur de la formation. C'est soit en distance, parce qu'on en a, je dirais, tous les 2 mois. On reverra les dates si besoin, mais on a plein de sessions en distance à l'année, puis en présentiel dans plein de villes différentes. J'en parlerai après. Mais si c'est en présentiel, c'est 3 jours d'affilée. À distance, on enchaîne des demi-journées. Donc c'est pour ça que je vous présente ici des séances de demi-journée. Et par exemple, séance 2 et séance 3, c'est jour 1 en présentiel. Donc voilà comment ça se déroule. Phase d'immersion, on récupère les données collectées des interviews, on interprète les données sous forme de persona et de carte d'empathie. Donc le groupe va créer le persona et la carte d'empathie de toutes les personnes interviewées dans l'équipe. Les personnes en formation forment une équipe. Voilà, donc ils font leur persona, leur carte d'empathie sur le sujet. Ce qui va permettre après d'aller identifier et définir et choisir la problématique. Il y aura plusieurs problématiques identifiées, on en choisit une. Après, on va chercher de l'inspiration sur le sujet. Et sur la séance 4, on se retrouve pour la séance d'idéation. Vous voyez, on suit vraiment le double diamant. Donc, idéation avec des ateliers de créativité, des notions d'intelligence collective, comment on génère des idées. On rajoute des contraintes, on trie les cartes, on trie les idées, et après, on va choisir et sélectionner les idées à garder. Vous voyez, à chaque fois, c'est mise en application sous forme d'atelier. Il y a un apport théorique, vraiment méthodologique, hein, avant de pratiquer. Et après, il y a toujours à la fin de chaque expérience, chaque atelier, un temps de débrief, un temps d'observation pour questionner, commenter ce qui s'est passé. Et du coup, c'est à ce moment-là où on complète aussi à titre pédagogique les infos. Et c'est à ce moment-là où on intègre en fait la compétence. Donc, c'est conçu comme ça à titre pédagogique. Et on continue. Donc, après la phase d'idéation, on passe en phase de génération d'un concept et de prototypage. Et là, on verra le storyboard, les différents niveaux de prototypage. Et on fait un prototype rapide. La séance 6, on passe sur le modèle économique parce que sur les formations, moi, je trouve que c'est quand même un minimum de questionner le modèle économique, la viabilité économique. Et pareil, sur les formats courts, on ne le faisait pas, on n'avait pas le temps. Sur les formats longs, on avait le temps. Et je vois bien la différence dans les projets et dans la formation. Donc là, on utilise même le Circular Canvas, c'est le modèle économique circulaire de Circulab qui va permettre de générer un maximum d'impact positif et de résilience dans la viabilité de notre offre, de notre produit. Donc, on réfléchit au modèle économique, mais on va penser aussi aux partenariats, aux collaborations, aux ressources qu'on va utiliser, aux déchets, et puis comment est-ce qu'on peut être le plus résilient possible. Ce qui nous permet après de passer sur la partie test utilisateur. Donc, on voit les différents types de tests, comment on crée un protocole, on crée un protocole de test. En formation, on ne réalise pas les tests, mais on crée le protocole. Et après, sur la dernière séance, la 7, ça permet de préparer un pitch pour présenter le projet. Préparation de la certification qui se fait en collectif. Donc, c'est l'équipe qui va présenter son projet. Toute la démarche, montrer que vous avez compris la démarche suivie, la démarche du design thinking, et comment ben, ça a cheminé et quelle est la solution. Donc ça, c'est un passage en groupe de certification. Après, on fait un débrief général de la formation et la formation est terminée. Voilà, c'est déjà un gros morceau sur lequel on a passé pas mal de temps. Il y a aussi tous les contenus pédagogiques hein, qu'on remet. Et après, on prend le temps, 1 heure, à distance, après le gros bloc de formation, pour chaque personne, en fait, chaque participant va avoir un rendez-vous en individuel avec le formateur pour faire une rétrospective sur la formation, se projeter vers le futur et poser des questions, si besoin. Donc cette formation qui dure 26 heures, j'ai à peu près évalué à 3 heures le travail intersession. C'est pour finir la trame utilisateur, préparer l'entretien et mener l'entretien.
le reformuler aussi avant de venir en formation. Et le gros plus, c'est vraiment de le mettre en pratique sur un vrai projet. Nous, on voit vraiment la différence. Les personnes sont impliquées, sont engagées. Il y a un vrai esprit d'équipe. La cohésion se fait très vite, que ce soit en présentiel ou à distance. Et le fait d'apprendre ensemble, c'est aussi beaucoup plus puissant euh, et efficace. Donc vraiment, je vous partage ce point qui, à mon sens, est vraiment un gros plus. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé? Je regarde l'heure. 5 minutes, il nous reste. Sur le déroulé, est-ce que vous avez des questions sur le programme dans les grandes lignes? Ça a l'air d'aller. Alors, je vais continuer pour vous parler des différentes dates. Donc, sur le site, vous pouvez trouver les différentes dates euh, parce que cette année, en 2024, on lance vraiment en présentiel dans les territoires avec des relais. Voilà, des relais dans les territoires, plus le format à distance sur cette formation. Donc, on va avoir au moins une session à l'année à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Tours, dans les Landes, à Pau et à l'île de la Réunion. Et Arcachon aussi. Aussi à l'île de la Réunion en septembre. Voilà. Donc, je dirais, il y a de quoi faire. Il y aura plein de beaux sujets dans les formations. Et, euh, et voilà. Donc, sur le déroulé de la formation, on va bien traverser toutes les phases du double diamant. Introduction, design thinking, pour résumer. Sur un projet fil rouge, on mène la phase d'immersion, la définition de la problématique, la phase d'idéation, le prototype, le test, et on passe l'assertif. Et la formation est terminée. La formation de niveau 1. Les outils qu'on utilise, c'est le jeu de cartes, le design thinking à la carte, en présentiel et à distance. Dans les deux niveaux de formation, c'est vraiment notre outil pédagogique, plus des guides pratiques, des templates. Alors, on a plein de templates qui sont déjà téléchargeables sur notre site que vous pouvez déjà utiliser, notamment faire des personas, des cartes d'empathie, des storyboards, etc. Après, on a un super livret pédagogique qui est vraiment, vraiment complet, où vous retrouvez tout le contenu de la formation dedans. Et puis, on a aussi des Padlets. Maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'on a aussi un espace médiathèque qui sortira début février dans Notion. Donc, vraiment un gros espace où vous retrouverez d'ailleurs tout sur toutes les formations. Même si vous n'avez pas suivi toutes les formations, vous aurez plein d'infos sur les autres formations, sur des contenus liés aux formations. Et on a Mural, donc pour travailler à distance, de manière collaborative, comme si on était ensemble en salle. Donc vraiment, en termes de contenu, on nous fait énormément de retours sur le fait que c'est très riche, très complet. Donc voilà pourquoi je me permets de le dire. Pour s'inscrire, il y a des liens ici dans la présentation ou sur notre site où vous nous contactez pour même connaître les dates. Je vous partagerai aussi l'e-book Méthode Design Thinking en fin de webinaire. Donc ça, on vous l'offre, même si sur le site, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut vous offrir, que vous pouvez aller vous servir. Et je voulais aussi vous parler du lancement de la communauté Design Social Club, parce que dès que maintenant vous allez rentrer dans une formation, vous allez adhérer au Design Social Club. Vous n'êtes pas obligé, c'est gratuit. Mais c'est quoi? Ça va être la possibilité de continuer à apprendre entre pairs, avec nous aussi, d'accéder à cette bibliothèque de ressources Notion et être dans un Discord. Donc, il y aura aussi plein d'événements réguliers, etc. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas mettre en pratique le design thinking après les formations. Ça fait donc 3 ans qu'on est sur le sujet. Je dirais même 2 ans, 2 ans et demi. Ça va sortir, c'est en train de sortir. On est en train de faire le trombinoscope avec les personnes qui ont été formées, les alumni, et on va sortir la communauté en février. Donc là, vraiment, ça venait des besoins des personnes qui, après la formation, avaient beaucoup de contenu, avaient adoré la formation, etc. Mais on se retrouve tout seul dans une organisation en plein changement. Et comment on aborde ce changement, c'est pas si simple. Donc là, on crée cette communauté pour accompagner les transitions à travers le design et s'entraider. Et vous avez aussi le jeu de cartes, si vous voulez vous le procurer. Il est aussi
en vente sur notre site avant la formation ou même si vous ne voulez pas vous former, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi découvrir tout ça dans le jeu de cartes. Et au niveau du timing, c'est parfait parce qu'il est 13 heures. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, juste avant de partir, et après, je répondrai aux questions, si vous voulez bien, de contribuer à une dernière question dans Ouclap pour vous demander votre avis sur le webinaire. Donc, vous pouvez vous reconnecter sur votre smartphone avec le QR code de tout à l'heure, c'est le même, mais je vais même le remettre s'il y a des personnes qui sont venues en plus. Donc, vous pouvez scanner ce QR code ou alors vous allez sur le code événement sur Ouclap d'été janv 24. Jean-William, tu pourras, si tu ne te connectes pas, tu pourras donner ton mot aussi dans le module discussion. Et les autres personnes qui ne veulent pas se mettre sur Ouclap, il n'y a pas de souci. Je vois que vous êtes 9, donc je vais lancer la question. Est-ce que vous pouvez me donner un mot pour décrire ce webinaire, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre le mot dans l'appli et valider. Ça va envoyer le mot, ça fera un beau nuage de mots-clés. Donc, on a complet et surprenante en plus dans le chat. Merci Mélanie. Et donc, c'est super. Donc, c'était informatif, intéressant, complet. C'est court 1 heure, mais super. Si c'est assez complet pour vous, c'est top. C'était vraiment informatif, hein. Vous voyez, c'est descendant dans les formations. On est très dans le participatif, mais là, c'est volontaire. C'est le but de présenter la formation. Donc, c'est inspirant. Écoutez, merci beaucoup pour vos feedbacks. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais regarder si il y a des questions. La formation se déroule sur combien de jours au total? Jean-William, c'est 3 jours en présentiel et tu as une demi-journée avant, en fait, à peu près 8 à 10 jours avant, à distance, 3 heures. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais pouvoir clôturer ce webinaire. Allez-y, vous pouvez me poser des questions, Lucille. Et quand on est complètement à distance, en général, on enchaîne des demi-journées. Donc, on est sur 3 jours, on fait 6 demi-journées, ça dure sur 2 semaines. Voilà, histoire d'avoir 3 séances par semaine. Merci, Ellie. Merci à vous. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment-là, même si je ne vous ai pas vu, mais c'était assez interactif. Moi, je vous souhaite un bon appétit, un bel après-midi, pour ceux qui auraient peut-être déjà déjeuné. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous envoie un mail à la suite du webinaire avec le replay et la présentation. Et sur ce, je vais donc arrêter le webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. À la prochaine. Merci à vous.